Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre ce temps de partage et d'échange ensemble. Et tout d'abord, est-ce que tu serais OK de te présenter avec ton nom, ton prénom et comment tu te dénommes au niveau professionnel? Françoise Leclerc et je suis traumaticienne. OK, super. Donc du coup, pour moi, c'est intéressant de t'interviewer aussi parce que tu fais partie, en tout cas moi, de mes consoeurs sexo. Alors même si tu fais pas de la sexologie comme on l'entend, et ce serait intéressant de montrer qu'il y a d'autres manières d'accompagner l'intime et, et, et c'est dans ce sens-là que je t'interviewais du coup. Et au D'accord. départ, avant d'être traumaticienne, quel était ton parcours professionnel? Alors depuis 2007, je travaille sur les violences sexuelles. J'ai co-créé une association, FIFALIA à Toulouse, qui fait de la prévention des violences sexuelles. Et un jour, j'ai eu une idée lumineuse. Je me suis dit, mais pour faire de la prévention des violences sexuelles, ce qu'il faudrait faire vraiment, c'est de l'éducation à la sexualité. Parler de la sexualité de façon positive. Et donc, j'ai fait un cursus à la fac de 2 ans. Euh, et ensuite, je me suis aperçue que euh, si on voulait parler de façon positive de la sexualité et donc de plaisir sexuel, on n'allait pas trouver de travail dans l'éducation nationale. Et donc, comme j'avais mis un pied déjà en sexologie, j'ai continué et j'ai fait donc les 3 ans de sexo. Et donc, avant ce parcours sexo, tu étais prof, tu parles de l'éducation nationale, du coup, tu étais prof, tu étais... Non, 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 non. j'étais formatrice. Donc, au Donc, départ, tu étais formatrice dans quel type d'univers ou de domaine? euh, j'ai travaillé beaucoup sur les violences sexuelles. Donc, dès le départ, finalement, Ouais, c'est ouais, un sujet ouais. qui t'a beaucoup intéressé et dans lequel tu as mis le pied directement. Non, avant ça, je faisais des formations, je formais les délégués de classe, Ok, par exemple, des choses d'accord. comme ça. Donc, j'ai fait d'autres choses, mais effectivement, quand j'ai commencé à prendre en charge vraiment ce que je voulais faire, j'ai travaillé sur les violences sexuelles. Et pourquoi ce sujet particulièrement? Est-ce que c'est ok d'échanger un peu dessus? Alors, ce sujet, parce que je suis écologiste. D'accord. Et pour toi, le lien entre ça? Parce que mon rêve, en fait, c'est de sortir de la culture du viol. Alors, au sens large, la culture du viol, c'est aussi la culture des rapports de pouvoir. Le viol, c'est prendre un être vivant, un être humain, l'utiliser comme un objet. Et de la même façon, avec la culture des rapports de pouvoir, on traite la terre, le vivant, comme des objets. Et donc, cette culture des rapports de pouvoir nous mène au désastre où on est. Et donc, pour moi, il faut sortir de cette culture. Donc j'entends une vision bien plus large Oui, finalement. Et effectivement, avec sortir juste de l'objet corps, mais avec une réflexion élargie de ça. oui. Et du coup, comment tu exerces actuellement? Alors, je suis à mon compte pour animer des séances. Et puis, je suis traumaticienne aussi et je forme des traumaticiennes. C'est une méthode que j'ai créée moi-même, qui est particulièrement adaptée pour l'accompagnement des personnes qui ont subi des violences sexuelles, mais qui permet de répondre à n'importe quelle problématique. Euh, il y a une chaîne de l'accompagnement au déploiement sur YouTube avec 2 séances entièrement enregistrées. Donc, ça permet de voir. Il y a une séance, c'est sur euh, le besoin d'approbation sociale par la beauté, et une autre, une croyance limitante, je ne peux pas réussir. Et en 1 heure et demie, c'est résolu. Et donc, sur les violences sexuelles, c'est particulièrement adapté. Et effectivement, très souvent, en une seule séance d'1 heure et demie, la personne est apaisée, définitivement, les symptômes disparaissent. Et on peut résoudre aussi n'importe quelle autre question. Et puis, c'est une nouvelle façon de faire de la sexologie. Du coup, je mettrai le lien en description hein, pour les personnes qui sont intéressées. Et du coup, je t'ai entendu parler à la fois de l'individuel et à la fois du groupe, c'est juste Euh, dans tes prises en charge, ou tu vois les personnes dans un accompagnement de traumato juste en individuel et tu formes les professionnels en groupe. ouais. Euh, pour l'instant, je fais pas d'accompagnement collectif, mais j'en rêve. Parce que quand on désactive les traumatismes d'un individu, il vit mieux.
Et quand on désactive les traumas de quelqu'un qui a des comportements violents ou exerce une domination d'une façon ou d'une autre, il arrête. Et ce que je me dis, ma vision, c'est que si on désactivait les traumatismes de l'humanité, que sont les guerres, les massacres, enfin toute notre histoire, si on désactivait ces traumas, je crois qu'on pourrait sortir de la violence. Ça suffit pas, mais ça, voilà. Et donc j'ai envie de faire ces désactivations de traumas collectifs. J'entends presque, là dernièrement, j'ai écouté un reportage sur la communication non violente, de quelque chose comme ça, de si on réapprend et si on enlève certaines choses ou on éduque à certaines choses, en tout cas, effectivement, la société pourra être différente. Alors l'éducation c'est chouette, mais ça suffit pas. Ok. Et je trouve que, alors ma méthode, elle se base sur trois piliers, dont la communication non violente. Mais la limite de la communication non violente, c'est que si on désactive pas nos traumas, la communication non violente, c'est un peu comme une TCC sociale, une thérapie comportementale et cognitive. On s'attaque au comportement, on se dit, bah, il faudra avoir un autre comportement, donc une autre façon de parler, etc. Mais si on désactive pas les traumas en amont, eh ben, ça coince. Donc, c'est une méthode géniale, c'est vraiment extraordinaire cette méthode. Mais pour moi, c'est nécessaire de désactiver aussi les traumas, et les traumas individuels et les traumas sociaux. J'ai une autre vision du trauma, une vision qui est pas habituelle, qui contredit pas la vision habituelle, mais qui est un autre angle de vue. Le trauma, je le vois comme un clivage. Si on le dit autrement, quand on subit un traumatisme, on ne peut pas intégrer neuro-émotionnellement ce vécu, et donc on se clive. Alors, scientifiquement, on dirait on stocke les infos, le vécu émotionnel dans le cerveau émotionnel. Ben là, on peut dire on se clive. Et en fait, on est clivé de soi-même ou on est clivé de son corps et, ou de celle qu'on a à être, celui qu'on a à être. Et il y a différents traumas. Il y a des traumas qui viennent des événements et sont toujours l'exercice d'un rapport de pouvoir. Les traumas individuels résultent toujours de l'exercice d'un rapport de pouvoir. Mais il y a aussi des croyances qui sont clivantes. Et dans la sexualité, on en a plein, des croyances clivantes, et qui nous clivent notamment du corps. Voilà, mais je ne sais même plus quelle était la question. Mais c'est ok, c'était chouette comme ça. Selon toi, quelles sont les compétences nécessaires pour pouvoir accompagner dans l'intime de la manière la plus juste et la plus correcte selon toi? Alors déjà, il faut des compétences, donc un savoir. Quand on est traumaticienne, il faut être spécialiste du traumatisme. Sexologue, il faut être spécialiste de la sexualité. Ensuite, il y a un savoir-faire pratique, comment on déroule une séance. Mais ce qui me semble le plus important en tant que traumaticienne, c'est de développer un savoir-être. Et mes formations, elles axent beaucoup sur ça, elles sont beaucoup axées sur ça. Et donc, le savoir-être, c'est une posture que j'appelle la posture unifiante, qui est une posture de non-savoir, non-pouvoir, non-vouloir et non-dualisme. Et ensuite, ce job, on le fait avec notre sensibilité, en exerçant notre attention, avec délicatesse. Voilà, c'est les qualités nécessaires. Donc, si j'entends, c'est un apprentissage d'une sorte de base de connaissances théoriques pour poser les fondations, mais après un travail personnel de soi pour finalement être un thérapeute dans une relation de manière hyper saine. Oui, parce que en fait, il s'agit de faire le contraire du trauma. C'est-à-dire, le trauma, c'est l'exercice d'un rapport de pouvoir. Donc, dans la relation avec la personne qu'on accompagne, il s'agit de ne pas être dans le pouvoir. Et puis, il s'agit aussi de faire la médiation intérieure, euh, de médiatiser un dialogue intérieur sans pouvoir. Donc, où on va dialoguer peut-être avec son corps, on va dialoguer avec celui qu'on était, qui a vécu le trauma et qui donc est clivé. Le but étant de le rencontrer et par la rencontre de lui permettre, alors si on le dit scientifiquement, de traiter l'information et de la stocker au bon endroit dans le cerveau. Et si on le voit métaphoriquement, en fait, il s'agit de réhabiliter l'être qui a vécu ça et donc qu'il puisse intégrer son vécu. Et à ce moment-là,
le traumatisme est désactivé. Mais on fait ça avec une posture qui en plus est pédagogique, parce que dans le théâtre intérieur, on vit ce moment de non-pouvoir, et on le goûte, on l'expérimente. Et finalement, oui, je disais tout à l'heure sur la CNV, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'éducation, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que ce qui est déterminant, c'est nos pratiques. Voilà, c'est nos pratiques. Et donc, c'est cet accompagnement, l'accompagnement au déploiement que pratiquent les traumaticiennes, c'est un accompagnement où on expérimente des pratiques unifiantes. Et ce que j'entends aussi, tu vas me dire si c'est juste, mais c'est aussi du coup créer un cadre de sécurité qui permet effectivement de pouvoir mettre tout ça en scène, quoi. Oui, Super. on est garante de ça, oui. Par rapport aux connaissances sur la sexualité, sur l'intimité qui circulent dans les réseaux, dans les médias, il y a beaucoup d'infos. Et parfois, ces infos, elles sont un peu contradictoires. Comment toi, tu fais la part des choses entre tout ce qui est véhiculé et puis, du coup, ma question, elle est un peu double, c'est comment tu fais toi la part des choses et comment tu aides aussi les personnes que tu reçois à un peu trier toutes ces informations et justement un peu niveler tout ce qui est reçu. Mm. Alors, j'ai envie de répondre en proposant de regarder une autre vidéo. Euh, Super, je continuerai à mettre les liens. c'est une vidéo, donc toujours sur la chaîne de l'accompagnement au déploiement. C'est une conférence que j'ai donnée au CIFRES en 2016 sur les youtubeurs qui parlent de sexualité sur Internet. Les youtubeuses, c'est plutôt des youtubeuses. Et en fait, j'avais observé que plus une vidéo est anxiogène, et plus elle a de succès. Et les vidéos qui sont rassurantes, pédagogiques, comme par exemple celle de Pouillou, un Toulousain qui a arrêté maintenant, mais ses vidéos sont encore en ligne, elles sont géniales, eh ben, ça marchait, mais moins bien. Et ça, c'est symptomatique. C'est lié à nos représentations de la sexualité qui sont clivantes. Et donc, allez voir la vidéo, ça vous donnera une idée. Ça sera Mais plus détaillé, j'imagine, du oui, coup. voilà. Mais pour faire une réponse rapide, je pourrais dire peut-être écouter notre boussole intérieure. Si les infos qu'on entend nous rendent mal à l'aise, si on n'est pas confortable, si c'est anxiogène, ben, c'est peut-être mieux d'aller voir chercher d'autres infos qui seraient rassurantes ou qui donnent de l'empowerment. Ou, enfin voilà. Ça, c'est la boussole je pense. Super. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de ta profession? Ou sinon, si je peux le reformuler, c'est qu'est-ce qui est vraiment très, très joyeux, très agréable, et puis qu'est-ce qui est un peu plus confrontant et un peu plus désagréable à vivre? Euh, alors, ce qui est joyeux, ben, euh, c'est le fait de se laisser toucher. Euh, dans ma pratique, il n'y a pas de bonne distance. Il n'y a pas de distance, comment on appelle ça, la neutralité bienveillante, Oui, la distance thérapeutique, je sais pas quoi. D'abord, moi, c'est pas une thérapie, c'est un accompagnement. En fait, pour moi, la bonne distance, c'est pas de distance. C'est-à-dire, c'est la rencontre. Et c'est se laisser toucher. Et quand on désactive un traumatisme et que on le désactive par la rencontre en fait, hein, par la rencontre entre l'être qui a été clivé et la personne présente, la rencontre se fait et ça désactive le trauma. Et c'est touchant. Et voilà. Et donc ça c'est joyeux. et Voilà. qu'est-ce qui est un peu plus confrontant ou un peu plus désagréable par rapport, alors soit par rapport à ce que tu pratiques, soit par rapport au fait d'être en libéral, enfin, de manière globale? Euh, alors là, j'ai trouvé un truc. C'est à propos des formations. Ce que je trouve mais absolument insupportable, c'est les dispositifs Calliope, CPF et tout ça. Je l'ai fait une fois et je le ferai plus jamais, mais plus jamais, parce que mon métier c'est la pédagogie, c'est pas le secrétariat, et surtout si ce secrétariat n'a pas de sens pour moi. Donc c'est La énormément de lourdeur paperasse. administrative et puis Ouais, le... ouais, mais une paperasse qui a pas de sens, quoi. Ouais.
et qui bouffent de l'énergie, c'est pas mon job, c'est comme tous ces gens qui disent on peut plus faire de recherche maintenant, on passe plus de temps à faire des dossiers pour avoir du fric. Bah non, donc du coup, je veux pas ça. Ça serait tellement pas cohérent avec ma pratique de continuer ça que du coup, ben, je renonce à être dans ces dispositifs-là. Et voilà. Mais quelqu'un qui est motivé, qui vraiment voudrait faire ça, on en parle et on voit comment on peut faire. Oui, oui, mais en tout cas, c'est chouette. Ça a été aussi le partage d'autres thérapeutes ou d'autres accompagnants de montrer que oui, il y a le côté professionnel de l'accompagnement, mais il y a aussi parfois effectivement toutes ces lourdeurs administratives ou ces charges qui est l'envers du décor et qu'on ne se rend pas forcément compte. Donc, c'est aussi intéressant de le formuler, quoi. Oui, puis c'est concret. Enfin, je dois demander aux stagiaires de remplir de la paperasse aussi, enfin, on n'a pas le temps, quoi. On a autre chose à faire. Est-ce que tu as une journée ou une semaine type dans ton organisation professionnelle? Quand je fais des séances, j'en fais 3 par jour. Donc, c'est des séances qui durent 1 heure et demie. Voilà, entre la première et la deuxième, j'ai 1 heure de pause. C'est le midi. Et puis, je prends une demi-heure entre les 2 séances de l'après-midi. Comme ça, si ça déborde un peu, ben, j'ai un peu le temps. Et j'en fais pas plus parce que plus, ça serait trop. Ça demande, comme j'ai dit, beaucoup d'attention. Et voilà, davantage, c'est pas possible. Et du coup, les séances se font forcément en présentiel ou tu fais également en visio? Non, non, c'est possible tout à fait de le faire par Zoom, avec absolument le même résultat. Ça change rien. Et puis, ça permet de le faire de partout, Super. y compris de l'étranger, c'est chouette. Si tu avais un conseil à donner à des étudiants ou des futurs professionnels qui disent, bah, finalement, voilà, en t'écoutant un petit peu, ben, ce que tu racontes, ça est intéressant. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour s'orienter vers ton métier? Alors, euh, si c'est des gens qui ont envie de faire de la sexologie, j'ai envie de leur proposer d'aller jeter un œil sur le catalogue de Marilyn Lassagne, qui est prof à la fac de sexo, sur plusieurs DU et master, et qui est aussi enseignante en sexo corporel. Et elle a un catalogue de formation qui est vachement bien. Et soit ça peut être un complément à la formation de sexologue, soit ça peut aussi être une façon d'aller voir si c'est vraiment notre vocation, si c'est vraiment le truc qu'on a envie de faire. Voilà. Et si on est intéressé par le métier de traumaticienne, eh ben, jetez un œil à la vidéo, aux vidéos qui sont sur la chaîne YouTube. Et puis, il est possible aussi de me commander mon bouquin, euh, Traumatisme, une rupture de l'unité du vivant. Et sur 360 pages, euh, voilà, il y a plein de choses intéressantes. Et notamment, donc, en sexologie, moi, j'ai fait mon mémoire sur l'accompagnement des femmes qui ont subi des violences sexuelles dans l'enfance ou l'adolescence. Et pour ça, j'ai fait une enquête auprès de 310 femmes, et notamment en leur posant la question des conséquences sur leur sexualité, des violences qu'elles avaient subies. Et les résultats de cette enquête sont dans ce bouquin. Ok, du coup, pas- du coup ça crée l'intérêt et l'attention. Pour clore, est-ce qu'en un mot, une phrase ou un concept, tu pourrais me partager ta vision de la sexualité ou de la vie intime? Ouais. Euh, on pourrait faire différentes réponses, hein, selon le... Et là, je pourrais dire que j'ai envie de dire là, la sexualité est politique. Et alors, si on sort évidemment des représentations clivantes de la sexualité et donc des pratiques clivantes, si on entre dans une sexualité unifiante, c'est-à-dire une sexualité avec des pratiques unifiantes, qui sont l'attention, là encore, la qualité de présence, l'intensité de présence, la sensualité, la réciprocité, tout ça, c'est des pratiques unifiantes. Et on va apprendre à travers ces pratiques. Euh, je donne l'exemple de la réciprocité. En expérimentant la réciprocité, on va découvrir que la réciprocité, c'est l'abondance. On va découvrir que la sensualité, c'est la profusion. Et tout ça est satisfaisant, pleinement satisfaisant. Et le libéralisme a besoin qu'on soit parfaitement insatisfait, a besoin de notre sentiment de vide pour nous vendre, pour nous faire surconsommer.
Donc, pour moi, la sexualité, c'est un espace privilégié de changement social, politique, culturel, mais à condition évidemment d'être dans une sexualité réinventée. Mais dans une conscience, du coup, j'entends effectivement, c'est une ouverture de champ des possibles, mais quand on a déjà ouvert cette première porte du champ des possibles, quoi. C'est ça, c'est ça. Super. Est-ce que tu aurais une dernière phrase ou une dernière chose à partager? Non, je ne sais pas là comme ça. Bon, merci beaucoup. Avec joie. Merci de faire ça.